L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP est créée par la loi numéro 2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin. Elle est placée sous la tutelle du président de la République. Cette loi a eu pour objet de définir et de déterminer les procédures d'identification normative, personnelle, numérique et biométrique des personnes physiques. Elle a fixé l'ensemble des éléments d'identification des personnes physiques à inscrire sur le registre national et sur les registres communaux d'identification de la population, puis organise le traitement de ces éléments et en garantit la protection. En cela, elle donne plein pouvoir à l'ANIP. De manière globale et synthétisée, la mission de l'ANIP se résume en la modernisation du processus d'identification des personnes sur le territoire national. L'objectif est de produire des documents et des synthèses intégrées ayant trait à l'identité. Environ 5 ans déjà, quel est l'état des lieux des services offerts par l'agence? Ce qui est amélioré aujourd'hui, c'est un peu comme d'offrir la possibilité à tous les Béninois d'aller s'enrôler sans beaucoup se déplacer. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui parfois ont des problèmes sur leurs documents d'état civil et qui sont peut-être obligés de quitter Kandi, la Titengu, ou peut-être de quitter Ketu ou Azové pour venir à l'agence pour régler leurs problèmes. Il y a ce qu'on appelle parfois les PNR, les personnes non retrouvées. Aujourd'hui on dit qu'il faut forcément aller à Cotonou, il faut aller à Blanc-Gandan, dans les villages Setsat, pour qu'on puisse régler votre problème. Je pense que c'est un calvaire, c'est un problème pour nos concitoyens. Mais qu'à cela ne tienne, il y a la possibilité aujourd'hui de constater que depuis que le Rwandais est là, le nouveau DG de l'ANIP est là, il y a eu beaucoup d'améliorations, il y a eu des services additionnels, il y a eu des services nouveaux. À l'époque, les cartes nationales d'identité biométrique, c'est toute chose qui avait souvent une durée d'un mois, 2 mois parfois. Aujourd'hui, en l'espace de 7 jours, vous avez votre carte nationale d'identité biométrique. L'autre chose que je constate comme avancée depuis que le nouveau DG est là, c'est la déconcentration du lieu de dépôt des cartes nationales d'identité et ainsi que de leur retrait. À l'époque, tout le monde se retrouvait au niveau de l'ANIP. Il y avait une congestion, il y avait un foutou. Tout le monde vient, il faut faire un rang. Depuis 7 heures, pratiquement, tu peux quitter là à 18 heures, à 19 heures, voire 20 heures parfois. Mais vous voyez, depuis que ce monsieur il est là, il y a une déconcentration. Désormais, vous pouvez retirer vos cartes d'identité dans les préfectures, vous pouvez retirer vos cartes d'identité dans les mairies, les mairies et les arrondissements. Et je pense que c'est toute chose à mettre à l'actif du nouveau DG de l'ANIP. Je pourrais également vous signifier que depuis bientôt 6 mois que le nouveau DG est là, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, quand vous faites les demandes en ligne, en l'espace de 5, 10 minutes, 15 minutes maxi, vous avez le résultat, ce qui n'était pas le cas. Il y a beaucoup de nos Béninois qui souffrent, qui ne sont pas intellectuels et qui sont parfois obligés de passer par ceux qui sont un peu intellectuels pour pouvoir faire les demandes en ligne. Donc il y a également ce problème aujourd'hui qui est récurrent, c'est celui des mots de passe. Quand vous faites vos demandes en ligne, eh bien, les documents viennent dans votre numéro que vous avez renseigné le jour de l'enrôlement. Or, les enrôlements ont été faits depuis 2017, voire 2018. Beaucoup de nos concitoyens ont déjà perdu certains numéros. Du coup, dès qu'aujourd'hui, ils veulent, on va dire, faire les demandes en ligne, eh bien, parfois les documents, les mots de passe ne viennent pas sur les numéros. En temps, ils ont déjà cédé les numéros. C'est un appel que je lance au nouveau DG, d'essayer de revoir une autre manière par rapport à cela, parce que ça cause beaucoup de problèmes. Les gens sont obligés parfois d'aller faire encore les mises à jour de leur numéro de téléphone. Or, ils ne savaient pas, quand au moins ils étaient en train de faire l'enrôlement, que le numéro qu'ils étaient renseigné était collé pour toutes leurs procédures numériques. Je pense que le DG a écouté mon appel. Il pourra certainement faire quelque chose par rapport à ça. L'autre chose, il y a un problème aujourd'hui
on va dire, un problème de signature. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait les enrôlements par le passé, qui n'ont pas signé leurs documents. Le couac dans cette affaire, c'est que parfois tu vas à la banque vous retourne parce qu'il n'y a pas de signature sur votre document. Les usagers sont parfois obligés d'aller reprendre encore le processus ou d'aller faire un dépôt de signature au niveau de l'ANIP. Et ça ne se fait même pas dans les structures de l'ANIP qui sont déconcentrées. Tu ne peux pas aller faire le dépôt de signature à Yenawa, tu ne peux pas faire ça à Bandikani, à Parakou. Tu viens à l'agence pour faire un dépôt de signature. C'est compliqué pour le Béninois. Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a levé un coin de voile sur les activités à mener en 2024 et le budget alloué pour la quiétude et la sécurité des personnes et des biens au Bénin. Face aux députés de la Commission des finances, il a sollicité un crédit de 76 milliards 262 millions 498 000 francs CFA pour permettre à son département d'atteindre ses objectifs. C'est un budget qui va nous permettre de faire beaucoup de choses au cours de l'année 2024. Et notamment le recrutement des agents de police, leur formation et puis leur habillement, et l'acquisition des moyens roulants, la construction des commissariats et aussi les formations en matière de spécialisation. Certaines formations se feront à l'intérieur du pays, d'autres aussi à l'extérieur. Donc avec ce budget, nous sommes sûrs de faire un grand progrès dans le secteur de la sécurité. En dehors de la police, il faut dire aussi que le groupement national des sapeurs-pompiers va bénéficier de beaucoup d'infrastructures, notamment la construction des centres de secours, parce que notre intention est d'avoir un grand maillage territorial, puisque en matière de sauvetage, ce qui compte, c'est le délai d'intervention. Et pour intervenir le plus rapidement possible, il faut être proche du lieu du sinistre. C'est pour cela que nous mettons un accent sur la multiplication des centres de secours, de manière à avoir un bon maillage territorial. En dehors de ça, il y a aussi l'acquisition des camions d'incendie, des ambulances. Vous savez que les sapeurs-pompiers interviennent beaucoup en ce qui concerne l'évacuation des malades, les accidentés de la voie publique et autres. Il y a des ambulances, il y aura aussi beaucoup de pick-up qui seront achetés pour permettre une grande mobilité de ces agents. Nous avons eu l'adhésion des députés qui ont trouvé que les choix qui ont été faits par le gouvernement sont pertinents. Il y en a qui ont même trouvé que le budget est insuffisant. Mais nous pensons que c'est une avancée quand même considérable, puisqu'il y a aussi les autres secteurs. C'est vrai, la sécurité vient avant tout, mais il n'y a pas que la sécurité. Il y a aussi les autres charges de souveraineté de l'État. Mais il faut dire que ce qui est mis dans notre budget, c'est pas ça seul qui est utilisé par nos services. Nous n'avons pas parlé d'acquisition de munitions, nous n'avons pas parlé d'acquisition d'armes, nous n'avons pas parlé de beaucoup d'autres choses que nous utilisons pour accomplir nos missions. Donc je crois que c'est pas mal. Avec ça, nous pourrons vraiment faire un grand progrès. Le présent exercice nous permettra de revisiter les différentes activités réalisées pour voir si les objectifs sont atteints. En bref, si l'évaluation est satisfaisante pour faire des projections sur l'année 2024, le tout à l'aune du plan stratégique de l'IPAB pour la période 2022-2026. D'ores et déjà, en 2024, l'Institut parlementaire du Bénin, conformément à la vision du président de l'Assemblée nationale, s'emploiera à doter l'Institut parlementaire avec le concours des partenaires techniques et financiers d'un nouveau plan de développement. Le précédent, en cours d'exécution, devra prendre fin en 2024. Une action publique, pour être performante, doit être à la fois efficace et efficiente. Elle est efficace lorsqu'elle atteint les objectifs qu'elle s'est fixés. Ainsi, après la mise en œuvre du plan de travail annuel PTA 2023 de l'Institut, il convient de procéder à une évaluation des actions menées conformément aux objectifs assignés par le président de l'Assemblée nationale, mais également à l'aune du plan stratégique de l'Institut pour la période 2022-2026. Y a-t-il une cohérence entre les missions du Parlement, les moyens mis à la disposition et les résultats obtenus? Les résultats obtenus sont-ils perceptibles
dans l'accomplissement des missions de l'Assemblée nationale? Et enfin, les résultats obtenus sont-ils à la hauteur des financements obtenus? C'est à l'ensemble de ces questions que je voudrais que notre atelier apporte des réponses pour appréhender avec sérénité les activités à mener au cours de l'an prochain. Le Bénin, avant de venir à la COP28, s'est beaucoup préparé parce que nous avons des négociateurs qu'il faut former, équiper. Le ministre du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable a mis les ressources à disposition et a pris des formateurs. Ces formateurs nous ont tenus pendant pratiquement 6 bons mois parce qu'il y a la formation des jeunes négociateurs qui a duré 3 mois. Il y a la formation des seniors. Parmi les seniors, nous avons beaucoup plus des anciens négociateurs qu'il faut ramener sur l'actualité de la COP28, surtout en ce qui concerne tout ce qui s'est passé entre la COP27 et la COP28. Donc tous ces cadres ont été formés, équipés maintenant. Ce sont des cadres, mais des négociateurs juniors qui connaissent plus ou moins la thématique. Donc il faut ramener à l'essentiel en ce qui concerne non seulement les enjeux du Bénin, mais aussi les enjeux donc, au niveau du groupe PMA, c'est-à-dire les pays les moins avancés, au niveau du groupe des négociateurs donc, africains, donc les enjeux au niveau de l'Afrique, et des enjeux au niveau du groupe G77, plus la Chine, parce que le Bénin appartient donc à ce groupe qui porte la voix donc, de l'ensemble des pays du groupe G77 plus la Chine. Donc, ces négociateurs juniors ont été formés, équipés pour répondre en lien avec les contributions déterminées au niveau national, en lien avec le programme d'action du gouvernement, en lien avec le plan national de gestion des changements climatiques au Bénin. Comme tous les pays, le Bénin, d'abord, c'est le bilan global, c'est-à-dire faire l'état d'avancement. Est-ce que nous avons avancé dans le processus? Donc le bilan global va nous renseigner sur les pas que nous avons effectués. L'autre qui intéresse le Bénin, c'est les pertes et dommages, où le Bénin attend vraiment qu'il y ait des facilités au niveau des mécanismes. Donc nos négociateurs sont positionnés sur cette thématique pour pouvoir travailler très dur là-dessus afin qu'il y ait des facilités. Et le troisième enjeu, vous savez, le Bénin, depuis l'avènement donc du pouvoir du président Talon en 2016 avec l'interdiction de coupe de bois, donc de tout ce que nous avons connu au niveau de déforestation, ces réformes et ces mesures qui ont été prises en 2016 nous ont permis de devenir puits de carbone à partir de 2020. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, le Bénin, donc, en tant que puits de carbone, a défini ses poches de séquestration de carbone. Nous avons 2 grands projets aujourd'hui au niveau de l'agriculture et au niveau de l'énergie qui participent donc à la certification donc, que nous devons avoir sur le marché carbone. Le Bénin, en développant ces projets donc, du marché carbone, est venu ici aussi pour montrer donc, à certains partenaires ce qu'il a fait et à partir des modalités définies par le Bénin, à partir de l'autorité d'enregistrement des projets carbone, le Bénin donc, va attirer donc, des financements. Donc en réalité, le Bénin se propose aujourd'hui comme une solution à la crise donc, des changements climatiques pour offrir donc, ce marché carbone et permettre donc, au pays d'effectuer ces échanges avec lui. Donc c'est un travail qui est fait entre le ministère donc, de l'économie et des finances et le ministère du Cadre de Vie et des Transports pour que nous puissions véritablement lors de cette COP présenter toutes les démarches et le processus qui a été mis en place au niveau du marché carbone béninois et attirer les investisseurs. Effectivement, nous avons eu l'honneur d'avoir la vice-présidente qui représente le chef de l'État, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances aussi est là. Il faut dire qu'au niveau politique, c'est un grand pas. Parce que les négociations se font au niveau technique, mais les vraies négociations pour valider ce que nous, techniciens, nous allons faire, se situent au niveau politique. Et au niveau des sommets de haut niveau, parce que le Bénin est représenté, je crois que nous allons pouvoir tirer profit de cette présence de la vice-présidente et du ministre d'État qui a déjà même commencé donc, les B2B avec les partenaires, les différents partenaires techniques et aujourd'hui avec la vice-présidente qui est venue mettre son cachet spécial, le Bénin sort gagnant véritablement donc, de cette COP28. Il y a quelques mois, le Niger avait saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour protester contre les sanctions qui avaient été imposées au pays après le coup d'État du 26 juillet. Le tribunal vient de donner sa décision. Les requêtes de Niamey sont toutes rejetées.
Selon les juges, l'État du Niger ne peut pas saisir la Cour car les dirigeants à la tête du pays ont pris le pouvoir par la force et ne sont donc pas reconnus, notamment par l'organisation ouest-africaine. Cette décision est un revers pour le gouvernement nigérien qui ne cesse de dénoncer ces sanctions qu'il qualifie d'inhumaines. Avant le coup d'État, par exemple, le Nigeria fournissait 70% de l'électricité achetée par le Niger. Mais avec ces sanctions, Abuja a suspendu sa fourniture et depuis, la quasi-totalité des quartiers de Niamey subit des coupures de courant. Autre conséquence de ces sanctions, le budget national du Niger pour 2023 a été réduit de 40%. La situation du pays sera notamment au menu des discussions lors de la prochaine réunion de la CEDEAO prévue le 10 décembre à Abuja. Le gouvernement burkinabé a adopté mercredi un projet de loi révisant la Constitution et consacrant désormais les langues nationales comme étant les langues officielles du pays à la place du français qui est relégué au rang de langue de travail. Les langues nationales moré, dioula, poulard et gourmandché sont désormais confirmées comme étant des langues officielles dans le pays. Le compte-rendu du Conseil des ministres précise que ce projet de loi contribue à engager des réformes politiques, administratives et institutionnelles en vue de consolider l'état de droit. Plus tôt cette année, le Mali, gouverné comme le Burkina par des militaires qui sont en froid avec la France, avait modifié sa constitution par référendum et réservé le même sort à la langue française. Plusieurs manifestations pour l'adoption d'une nouvelle constitution ont eu lieu dans le pays. Le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir en septembre 2022, avait promis une modification partielle de la constitution il y a 2 mois. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Traoré, le Burkina s'est éloigné de la France, ancienne puissance coloniale et partenaire historique, tout en se rapprochant de Moscou. Depuis 2015, le Burkina est pris dans une spirale de violence perpétrée par les groupes djihadistes qui frappaient déjà le Mali et le Niger voisin et qui ont fait plus de 17 000 morts. Ernest Bai Koroma a-t-il un lien avec les événements du 26 novembre en Sierra Leone, qualifiés de tentative de coup d'État par le gouvernement? La police a décidé d'enquêter sur le sujet et a adressé une convocation jeudi à l'ex-chef d'État. Il doit se rendre au siège du département des investigations criminelles à Freetown, la capitale, dans un délai de 24 heures, afin d'assister la police dans l'enquête en cours selon un communiqué du ministère sierra-léonais de l'information et des services. Dans un communiqué jeudi, l'ex-chef d'État a fait savoir qu'il entend coopérer pleinement avec la police dans ses enquêtes, ajoutant son souhait de voir l'état de droit régner dans son pays. D'anciens gardes d'Ernest Koroma sont soupçonnés d'avoir participé aux troubles du 26 novembre. Les combats ont fait 21 morts, 18 membres des services de sécurité et 3 assaillants, selon le ministère de l'Information. Prédécesseur de l'actuel président Julius Maada Bio, Ernest Bai Koroma a dirigé la Sierra Leone de 2007 à 2018. En République démocratique du Congo, des élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales sont prévues le 20 décembre prochain. Pour y prendre part, plusieurs Congolais sont appelés à reprendre le processus d'enrôlement. En cause, les cartes obtenues en début d'année sont pour la grande majorité non utilisables. Devant les bureaux de la commission électorale indépendante, les attentes se prolongent. À 9h30 pour qu'on puisse me procurer une nouvelle carte d'électeur. Parce que l'ancienne est devenue illisible et tout a disparu, les écrits comme la photo. Donc je ne peux pas voter avec une carte pareille. Donc il nous faut une nouvelle carte. Ce long processus pour obtenir une carte d'électeur avait fait planer un doute sur la capacité pour les CENI à tenir le scrutin à la date prévue selon les délais constitutionnels. Bien sûr, j'étais tellement inquiet. Donc, personnellement, moi-même, je ne pensais pas qu'il y aura normalement élection. Mais quand je suis arrivé ici directement, j'ai compris qu'il y aura élection. Je suis rassuré. J'ai vu qu'ils ont déjà fait l'affichage. C'est un grand pas d'avance.
Et ça montre qu'il y a déjà la sérieuxité à quelques jours des élections. Ces élections sont un réel défi technique et logistique pour la RDC. De plus, un soupçon plane sur sa transparence. La composition de la commission électorale et de la Cour constitutionnelle pose problème. Une contestation est donc à craindre en cas d'élection. Les pluies diluviennes qui touchent l'Afrique de l'Est depuis octobre ont provoqué des inondations et des glissements de terrain. Ces précipitations ont fait plus de 300 morts et déplacé plus de 2 millions de personnes au Kenya, en Somalie et en Éthiopie. Les intempéries qui ont touché la corne de l'Afrique entre octobre et décembre ont été les plus intenses jamais enregistrées dans la région, selon le World Weather Attribution, un réseau mondial de scientifiques qui analyse en temps réel les événements météorologiques extrêmes. Dans une étude scientifique publiée jeudi, il est démontré que le changement climatique causé par l'activité humaine a fait doubler l'intensité des pluies. Les chercheurs ont pointé du doigt le besoin urgent d'éliminer progressivement les combustibles fossiles et réduire les émissions à zéro. La pire sécheresse en 40 ans a frappé la région après plusieurs saisons de pluie décevantes qui ont laissé des millions de personnes dans le besoin et dévasté les cultures et le bétail. L'extrême aridité des sols a empêché l'absorption naturelle de l'eau. Il n'aura suffi que de quelques heures pour que les fleuves sortent de leur lit et submergent des villages entiers. En Tunisie, le village d'Ouled-Omar est à l'agonie, à cause d'une sécheresse persistante provoquée par le changement climatique. Ounissa Mazhoud finit de charger son âne avec les bidons qu'elle a remplis à la dernière source d'eau locale. Comme cette femme de 57 ans au visage creusé par la fatigue, de nombreux villageois se sentent abandonnés à leur triste sort. Nous sommes comme des morts vivants, oubliés de tous. Nous n'avons pas de route, pas d'eau, pas de soutien, ni de logement décent. Nous sommes privés de tout. Ne sommes-nous pas des Tunisiens? Parce qu'ici, nous ne sommes pas considérés comme tels. De nombreuses familles ont quitté le village. Les plus âgés sont partis à cause de la pénurie d'eau. Ils ont suivi leurs enfants en ville, en laissant derrière eux des maisons vides. Ceci est dû à la soif. Un octogénaire peut-il aller chercher de l'eau à la rivière? C'est impossible. À Ouled-Omar, le manque d'eau anéantit les cultures vivrières et le bétail. Ce village est pourtant situé dans la région de Siliana, une zone fertile, au climat habituellement pluvieux en hiver. Ramzi Septaoui a parcouru 20 km pour remplir son conteneur d'eau. Il y a 2 ou 3 ans, la situation était bien meilleure, avec de nombreuses sources naturelles que nous pouvions atteindre pour abreuver le bétail. Aujourd'hui, à cause du changement climatique, presque toutes les sources sont taries et toutes les routes sont détruites. Nous avons du mal à nous déplacer. Aujourd'hui, notre seule demande est d'avoir des routes goudronnées et de l'eau pour ce village. Une quinzaine d'habitants se sont rendus à 50 km du village au siège de la région, à Siliana, avec des panneaux réclamant de l'eau et des routes, craignant de voir Ouled-Omar devenir un village fantôme. En France, l'Assemblée nationale a rejeté un texte demandant aux autorités de dénoncer l'accord franco-algérien de 1968 qui confère un statut particulier aux Algériens en matière de circulation, de séjour et d'emploi dans l'Hexagone. Tant que cet accord existera, il y aura un régime dérogatoire qui échappera à la loi. Il a déjà été revisité 3 fois sans que jamais les principes qui le fondent ne soient remis en cause. Voilà pourquoi le groupe Les Républicains veut aller plus loin. Et voilà pourquoi nous souhaitons purement et simplement dénoncer cet accord. Le texte a été rejeté avec 151 voix contre et 114 pour. Selon le ministre délégué au commerce extérieur, Olivier Becht, une dénonciation serait contre-productive et pourrait provoquer une réaction des autorités algériennes menant au gel du dialogue migratoire. L'état d'urgence en vigueur depuis jeudi matin aux Seychelles à la suite de l'explosion dans un entrepôt d'explosifs qui a fait au moins 66 blessés a été levé, sauf dans la zone industrielle de la Providence où a eu lieu l'explosion, a déclaré le chef de l'État de cet archipel de l'océan Indien, Wavel Ramkalawan. L'explosion était si forte et si puissante qu'elle a laissé un trou de 13 mètres dans le sol. Et l'onde de choc a balayé cette zone commerciale.
en soufflant les fenêtres, les portes et les toits de nombreux bâtiments commerciaux. Côté inondation, la chaîne de télévision publique SBC a confirmé que les fortes pluies avaient provoqué de gros dégâts mercredi soir dans plusieurs zones de Mahé, qui est la plus grande île de l'archipel où vit 87% de la population de 98 000 habitants. Il était partisan d'une ligne dure et pour lui, l'accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda ne va pas assez loin. Robert Jenrick, ministre britannique de l'immigration, a donc choisi de démissionner. Une décision qui intervient au moment où le texte doit être présenté devant le Parlement. Dans cette version, en matière d'expulsion et de détention de migrants, le gouvernement peut refuser d'appliquer certaines lois britanniques sur les droits humains. Mais le texte respecte cependant la Convention européenne des droits de l'homme, contrairement à ce que réclamaient certains députés conservateurs. En juin 2022, un premier avion qui devait emmener des migrants à Kigali avait été annulé à la dernière minute par un juge de la Cour européenne des droits de l'homme. Le gouvernement britannique se retrouve donc face à un dilemme, car de son côté, le Rwanda a averti mercredi qu'il se retirerait de l'accord si Londres ne respectait pas le droit international. Cette version du texte doit être soumise au vote le 12 décembre et malgré ces divisions au sein du Parti conservateur, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a affirmé jeudi que son projet de loi allait marcher. Cette démission intervient à quelques mois d'élections législatives. Les sondages donnent les conservateurs largement perdants.